Et c'est l'heure du débat politique du mercredi dans la Newsroom avec ce soir à ma gauche Luc Carvounas, le sénateur maire socialiste d'Alfortville. Bonsoir. Bonsoir. Et à ma droite Pierre-Yves Bournazel, conseiller régional d'Île-de-France, Les Républicains. Bonsoir. Bonsoir Pierre-Yves Bournazel. Alors je voudrais qu'on revienne pour commencer, si vous le voulez bien, sur un sujet qu'on a abordé dans le journal sur le moral des jeunes. Une étude a été menée pendant 10 ans. Alors globalement, cette étude dit que les adolescents vont plutôt bien. Cela dit, on se rend compte qu'ils sont plus stressés qu'avant, ils ont plus peur qu'avant, ils se sentent plus sous pression qu'avant. Pierre-Yves Bournazel, vous l'expliquez comment, et surtout comment les responsables politiques peuvent essayer de corriger le tir et leur donner un peu d'espérance. D'abord, les jeunes, ils sont comme les autres générations aussi. C'est-à-dire que le monde que nous vivons est un monde dur et le monde qui vient est très incertain. Donc certes, ça génère de l'inquiétude. Les générations précédentes se disaient on vivra mieux que nos parents. Ça ne semble pas être le cas. Oui, parce que l'ascenseur social fonctionnait bien. Quand on était un fils d'ouvrier, un fils de paysan, par l'école, on pouvait réussir par soi-même, par son talent, sa compétence. Et aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus difficile. L'école est devenue un lieu de reproduction sociale, alors que ce n'est pas sa mission. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de choses à refonder. Alors tout n'est pas noir non plus, parce que je crois que les jeunes se sentent plutôt bien dans leur peau en France. Absolument. Simplement, il y a beaucoup d'incertitudes sur l'avenir. Il y a un monde qui est de plus en plus violent. Et puis il y a le problème du chômage, de la formation, qui mine aussi le moral d'un certain nombre de jeunes qui ont du mal à accéder à l'emploi. Et je crois que c'est ça qui doit faire repartir le moral de ceux qui n'ont pas aujourd'hui. On va écouter François Hollande, si vous le voulez bien. C'était pendant la campagne électorale. Et je n'aurai qu'un but pour les 5 ans qui viennent. C'est de faire que les jeunes, au bout du quinquennat, si le pouvoir m'est donné de le conduire, que ces jeunes-là puissent se dire, voilà, avec ce quinquennat-là, en 2017, notre vie est meilleure qu'en 2012. Alors Luc Carvounas, c'est pas vraiment ce que dit cette étude. Mais je crois que cette étude, si on parle de celle qui est sortie aujourd'hui, elle montre surtout qu'il commence à y avoir un petit décalage entre la vision de la société, entre ce qu'on appelle le monde adulte et la jeunesse. Et on pourra revenir sur la raison de ce décalage. Votre invité, Pierre-Yves Bournazel, a dit les choses. Les générations, je crois déjà, elles ont répondu, les jeunes, ils ont répondu présent, et notamment dans l'année 2015, et notamment depuis le Bataclan. Moi, je suis maire d'Alfortville, la jeunesse d'Alfortville, elle veut être auto-entrepreneur, elle veut être volontariste, elle est plutôt présente. Donc moi, je prends avec précaution ces études, qui sont des analyses qui doivent nous alerter, nous qui sommes en responsabilité politique. C'est des analyses profondes, sur 10 ans, c'est pas un sondage. C'est d'ailleurs aussi pour cela qu'il y a un an, j'ai écrit un ouvrage sur les institutions où je propose que le vote pour les élections locales soit autorisé dès l'âge de 16 ans, justement pour permettre à la jeunesse française de rentrer dans les institutions, dans la citoyenneté telle qu'on l'évoque. Et puis moi, on parle beaucoup, nous les politiques, mais moi je pense aussi que pour que le climat soit moins anxiogène, que le hiatus qui s'installe entre les adultes et les jeunes puisse se résorber, il faut aussi que la classe politique se renouvelle. Et vous savez, ce qui m'inquiète, c'est qu'au Parlement, finalement, les plus jeunes parlementaires sont issus des rangs du Front National. Oui. Et je pense que LR, comme le Parti Socialiste, gagnerait à, justement, on va parler peut-être des institutions tout à l'heure, gagnerait à oxygéner nos institutions. Vous savez, la démocratie miroir, il faut que la jeunesse aussi se retrouve dans ces institutions au travers de voix qui leur ressemblent. C'est quoi la moyenne d'âge au Sénat ? Aujourd'hui, je crois que ça doit être dans les 62 ans. Mais vous savez, on a toujours été très sévère avec le Sénat qui, avant le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2012, nous étions avec une moyenne d'âge plus jeune qu'à l'Assemblée. Donc, vous savez, il faut... c'est vraiment pas un constat rassurant. Oui, Pierre-Yves Bournazel, comment on fait pour réinjecter de la jeunesse dans les partis ? On sent quand même depuis quelques années que ça évolue un petit peu. On commence, on pousse à amener des nouvelles énergies. Je ne crois pas que les jeunes manquent beaucoup, mais aussi de nouveaux profils. Des gens un peu plus âgés, mais qui n'ont pas fait de politique jusque-là et qui, par leur expérience de chef d'entreprise, d'enseignants ou d'autres professions, peuvent amener leur expertise ou leur vision de la société à la politique. Depuis 2 jours. C'est trop en vase clos, il faut ouvrir grand les portes et les fenêtres de la vie publique et de la vie politique. Ça marche jamais, les grèves de personnalités vues de l'extérieur dans les gouvernements, chaque fois qu'on fait appel à des personnalités de la société civile, comme on dit. Il ne faut pas de greffe, justement. Il faut permettre à des gens de venir faire un parcours. Je crois qu'il faut aussi de l'apprentissage, notamment par l'échelon local, qui apprend à connaître les citoyens, leurs besoins. On ne se décrète pas aussi dans la politique comme ça, juste parce qu'on en a une envie. Donc c'est un parcours qui se construit, c'est aussi des sacrifices de temps. On ne fait pas de la politique juste pour se faire plaisir un soir par semaine. Et puis il faut aussi parfois laisser un peu la place, et éviter le cumul des mandats, par exemple. Exactement. C'est le deuxième sujet de la soirée.
La question du cumul des mandats qui se pose notamment sur le cas, alors il y a plusieurs cas qu'on peut étudier, hein. Le vôtre peut-être, Luc Carmounas, dans quelques instants. Très à l'aise, hein, donc on va pouvoir en parler. Alors dites-nous, parce que vous êtes sénateur-maire, mais on a abordé ce sujet à cause de la situation de Laurent Wauquiez, surtout, qui a gagné les élections régionales dans la région Rhône-Alpes, mais qui reste député. Est-ce que ça vous choque en tant que sénateur-maire, donc un peu cumulard aussi? D'abord, j'aime pas ce terme cumulard. Ah bah c'est pas très joli, mais bon. Ouais, mais les mandats, on les vole pas, hein. Ah non, bien sûr. On va à un moment donné à un tenter de la démocratie se présenter. Alors à l'époque, sur la loi contre le cumul des mandats, on nous expliquait que c'était l'alpha et l'oméga des conditions du bon renouvellement de la classe politique. Ah bon? Moi j'ai 44 ans, j'ai été élu sénateur en 2011, je comptais parmi les 5 plus jeunes du Sénat. Maire en 2012, par une passation de témoins, réélu en 2014. J'étais le plus jeune maire en 2012 de mon département. Donc c'est une bêtise? Non, c'est pas une bêtise. C'est que je pense qu'on a pris les choses par le mauvais bout, le mauvais angle. Et je le disais à l'époque dans les travaux parlementaires. Et en plus, vous connaissez ma proximité avec aujourd'hui le Premier ministre, à l'époque ministre de l'Intérieur. Je n'étais pas d'accord avec le texte qu'il défendait parce que je pense que nous avons exclu un seul métier de nos assemblées, c'est le métier de maire. L'ingénierie territoriale, Pierre-Yves Bournazel parle de l'expérience des élus locaux. Elle est extrêmement importante pour celles et ceux qui fabriquent la loi, d'avoir cette expérience. Moi, ce que je défendais, c'était d'autoriser le cumul de mandats de maire et de parlementaire, parce que je ne comprenais pas que je ne puisse plus rester maire d'Alfortville, 47 000 habitants, mais j'aurais pu me présenter aux élections régionales en Ile-de-France, être élu conseiller régional. Et ça posait pas de problème. Une collectivité de 12 millions d'habitants, et on m'expliquait qu'il y aurait moins de travail qu'un maire de 47 000 habitants. Il y avait quelque chose qui collait pas, et je pense qu'il aurait fallu autoriser ce cumul pour cette ingénierie territoriale, mais ne pas autoriser le cumul des indemnités, et ne pas autoriser le cumul dans le temps, pas plus de 2 ou 3 mandats successifs. Il est là, à mon avis, le vrai objet du renouvellement dans la classe politique, qu'au bout de 2 mandats, comme dans d'autres démocraties, on vous dise, vous passez la main. Pierre-Yves Bournazel, le cumul des mandats, il faut le faire ou pas? Le non-cumul. Sur le cumul dans le temps, je suis tout à fait d'accord, puisque dès 2010, moi j'ai proposé qu'un parlementaire ou un chef d'exécutif, qui soit régional, départemental ou maire, puisse pas faire plus de 2 ou 3 mandats à décider dans une discussion des différents responsables publics pour permettre de renouveler justement les pratiques politiques et amener de nouvelles idées à la tête des collectivités ou dans le Parlement. Votre positionnement se tient et je le respecte, mais je ne suis pas d'accord avec vous sur le fond, parce que je pense qu'au fond, quand on est parlementaire, on pourrait avoir un autre mandat à côté, mais un mandat simple, de 5 conseillers municipaux, de 5 conseillers régionaux, mais pas d'exécutif. Parce que l'exécutif, c'est quand même du temps. Et au fond, quand on est à la fois parlementaire et maire, parlementaire ou président de conseil régional, il y a quelque chose que l'on fait moins bien. Et au fond, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est un peu irremplaçable et qu'il n'y a personne d'autre dans son exécutif local ou dans sa circonscription qui pourrait nous remplacer. Et moi, je suis favorable, on est à front renversé, à la loi qui a été présentée par le gouvernement à l'époque, parce que je pense qu'on a besoin un peu de renouveler les pratiques. Mais vous avez raison sur un point, il faut permettre à un parlementaire de pouvoir avoir un mandat local non exécutif pour rester les pieds dans la réalité locale et de terrain. C'est vrai que c'est une question qui transcende les clivages politiques. Remarque complémentaire. Tout ça aurait été très bien si on avait eu le courage, la classe politique, mais ça c'est depuis 30 ans, de parler aussi du statut de l'élu. Je vais vous donner un exemple très simple. Maire, c'est un sacerdoce, hein, c'est 24 heures sur 24. Vous ne vous arrêtez pas le dimanche matin ou le samedi soir, quand vous êtes dans votre ville, à y vivre comme je le fais depuis que je suis né. Mon prédécesseur, 24 ans maire, il était à 24 heures sur 24 maire d'Alfortville. Sa retraite, 900 €. 900 € par mois pour être maire d'une commune de 45 000 habitants, 24 heures sur 24. On n'a pas créé de statut de l'élu. La retraite des sénateurs, c'est sûr, c'est beaucoup plus intéressant. Mais juste bien, d'accord, ça me pose souci. Oui. Un sénateur, aujourd'hui, qui est élu par les grands électeurs, a une retraite bien plus confortable que celui qui est maire et qui est au quotidien confronté aux réalités du terrain. Puis il y a autre chose. Cette loi sur le non-cumul des mandats, pour moi, je comprends l'idée que le parlementaire doit être à 100%, sauf que la réalité, quelle est-elle? C'est que chaque bureau exécutif à l'Assemblée et au Sénat vote par rapport à l'opinion publique, toujours moins de moyens pour les parlementaires. Et donc, il y a tout cela, quelque chose qui nous affaiblit la classe politique face à ce que je dénonce. C'est pour ça que je voulais un spoil system à la française. Quelles que soient les alternances, il y a une chose en France qui reste. C'est quoi, pardon, le spoil system? C'est que, vous savez qu'aux États-Unis, quand vous avez un président élu, il arrive avec son administration. D'ailleurs, c'est ce que fait un maire, une présidente de région. Madame Pécresse est élue présidente de région. Le premier acte qu'elle pose, c'est de nommer un nouveau directeur général des services. Personne ne trouve rien à y redire. Sauf qu'en France, quand on élit un président de la République, le président élu aura
dans sa haute administration pour appliquer sa politique, les mêmes qu'il y a 5 ans, 10 ans. Il a un cabinet qui lui est propre quand même. Il a un directeur de cabinet qui n'est pas celui d'avant. Un cabinet, ce n'est pas une administration. Je trouve qu'il y a quelque chose de malsain dans cela parce qu'il faut que celles et ceux qui nous regardent comprennent une chose. Et moi, je vous le dis, je suis parlementaire maintenant depuis 2011. À force de ne pas poser ces problèmes-là, ce n'est plus les politiques qui font société, c'est la technostructure. Moi, ça me dérange. Je suis là d'accord avec M. Carvounas parce qu'en réalité, il faut que le gouvernement qui a été choisi par une majorité de Français puisse bien travailler. Et donc, il faut changer tout de suite et immédiatement, au moins les directeurs d'administration qui vont être en charge de mettre en place la politique que les Français ont décidée. Or, souvent, l'administration peut être un frein aux réformes voulues par un gouvernement et par le peuple français. Et donc moi je suis favorable à un système aussi efficace qui permette dès l'entrée en fonction d'un nouveau président de la République et d'un nouveau gouvernement de pouvoir changer les grandes têtes de l'administration et d'avoir une administration qui met en place ce qu'ont souhaité les Français. Et je vous remercie de nous permettre d'aborder cette question avec autant de pédagogie parce que de toutes ces années où notamment on parlait de la loi sur le non-cumul des mandats, je n'ai pas entendu ce débat posé de cette manière-là dans aucun des plateaux qui évoquaient la loi. Je trouve que c'est très bien que nos concitoyens comprennent comment la vie politique française fonctionne aujourd'hui. Les concitoyens qui sont aussi intéressés par comment dirais-je, la réduction du nombre d'échelons administratifs. Là aussi, on est au cœur du fonctionnement de l'administration. Et hier a été lancé un projet ambitieux de ce point de vue, c'est la fusion de 2 départements d'Île-de-France, les Hauts-de-Seine et les Yvelines. Explication de ce qui devrait se passer avec Alison Tassin. Sur les routes de l'Ouest parisien, il n'y a guère que ces panneaux pour indiquer le changement de département. Pourtant, de part et d'autre, le bitume n'est pas géré par le même service de voirie. Une frontière administrative qui se manifeste aussi dans les transports. Nous n'avons pas d'autobus qui s'en vont dans le 92. Le 92, c'est-à-dire les Hauts-de-Seine qui pourraient bientôt fusionner avec son voisin, les Yvelines. Le projet laisse la population dubitative. Je sais pas, non, ça me choque un peu. Ça me ferait bizarre, oui, que ça serait plus qu'un seul département. Ce sera le plus grand département d'Île-de-France, je pense, du coup, maintenant. Au quotidien, en tout cas, sur le fait que j'habite dans les Yvelines et que je travaille dans les Hauts-de-Seine, ça ne change rien pour moi. Pour convaincre les 3 millions d'habitants de cette future entité, les présidents des conseils départementaux ont donc choisi de faire vœu commun. Notre frontière devient un trait d'union. Une fusion synonyme aussi d'économie. Les élus évoquent jusqu'à 10% de dépenses de fonctionnement en moins. Il n'y aura plus qu'un président, il n'y aura plus qu'un nombre limité de vice-présidents. Donc déjà, ça commence par les élus. Nos appels d'offres, parce qu'ils seront plus puissants, nous permettront d'avoir de meilleurs prix. Quant au nom de ce nouveau département, on n'a pas d'idée. Enfin, on a trop d'idées. Mais avant cela, il y a du chemin. Première étape avec la création d'un établissement public interdépartemental le 5 février prochain. Une proposition pour le nom, Pierre-Yves Bandazel. C'est bien, c'est une proposition positive. Non, mais pour le nom de ce nouveau département. Qui s'appelle Seine-Yvelines. Pardon, oui, pourquoi pas. On a vu ou que les habitants choisissent qu'ils le mettent à consultation. Oui, c'est pas bête. Sur le fond. En tout cas, une bonne initiative de simplification. Regardez la région Île-de-France. Nous avons une région, nous avons des départements de grande couronne, petite couronne, nous avons la capitale Paris avec 20 arrondissements, nous avons maintenant une métropole. C'est trop complexe. Et ça va coûter trop cher aux contribuables. Moi, je suis pour une simplification politique et administrative, pour que chaque Français sache à quelle collectivité s'adresser pour tel problème et supprimer aussi un certain nombre de dépenses de fonctionnement. Parce qu'aujourd'hui, notre pays, on va l'aborder avec la dépense publique, souffre beaucoup de trop de dépenses publiques. On croit dans notre pays que la dépense publique de fonctionnement, c'est de la croissance. Mais on serait champion du monde de la croissance si c'était vrai. Aujourd'hui, on arrive à un taux d'endettement de 100% du produit intérieur brut. Alors effectivement, on va revenir sur la dépense publique, mais d'abord... Il faut réformer profondément notre État, profondément nos échelons territoriaux pour faire des économies et avoir des décisions qui soient efficaces et plus en lien avec le monde réel. Ce sont des élus de droite qui font cette fusion. Luc Carvounas, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne initiative quand même? Oui, bien sûr. C'est parce qu'il y a des initiatives de droite qui sont de mauvaises initiatives. Écoutez, vous savez, il y a eu un couple précurseur en province pour la simplification administrative, Michel Mercier et Gérard Collomb. Ils l'ont fait avec une extrême grande intelligence. D'abord au nom de l'intérêt général et pas des intérêts particuliers et égoïstes des territoires des uns et des autres. À Lyon donc. Et voilà. Et moi, ce que j'ai toujours exprimé, c'est que en zone dense et en Île-de-France, on peut considérer 12 millions d'habitants que nous sommes en zone dense. Relativement, oui. Le département ne joue pas le même rôle de proximité que peut le jouer, nous connaissons tous les deux très bien, le département de Corrèze de 230 000 habitants. On a bien compris qu'en province, il y a la première collectivité de proximité, c'est le département.
En Ile-de-France, je l'ai écrit, redit, ça m'a valu quelques échanges avec le président sénateur Favier, communiste. Moi, je prône la fusion des départements. Ce sont demain, pour être utiles pour nos concitoyens, les grandes intercommunalités. Il y aura aussi ce débat un jour du regroupement de certaines communes. Alors justement, on sait que le mouvement a été lancé depuis le 1er janvier, a été lancé avec un grand battage médiatique, sauf qu'en réalité, les résultats sont très faibles. On avait 36 000 communes avant la réforme, aujourd'hui, on a 35 900 et quelques. Parce qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Moi, je veux bien qu'on ouvre tous les chantiers. Réussissons déjà le premier chantier qui est peut-être la réussite de la métropole du Grand Paris qui est née au 1er janvier 2016, qui aurait pu être bien plus ambitieuse. Et moi, je suis très à l'aise sur ce sujet-là. Je pense qu'il faut que nous réfléchissions, notre génération peut le faire, à une simplification du millefeuille administratif en imaginant qu'en Ile-de-France, et Pierre Bédier et Patrick Devedjian ouvrent la voie finalement, il y a une fusion des départements. Que les intercommunalités, Grande Couronne ou les EPT, les établissements publics territoriaux Petite Couronne, soient utiles à nos communes qui pourraient se rapprocher notamment en Seine-et-Marne ou en Essonne ou dans les Yvelines, et puis avec une métropole qui, d'ici 2020, 2025, puisse jouer un rôle. Donc je pense que c'est une bonne initiative qui est très intéressante et qui doit ouvrir la voie en Ile-de-France à un chemin qui va dans le sens de la simplification réelle de notre fonctionnement administratif. Et qui peut aller dans le sens donc de la réduction de la dépense publique. La Cour des comptes a fait un rappel à l'ordre assez net hier au gouvernement lors de l'audience solennelle pour la Cour des comptes appelle à maintenir l'effort résolu de maîtrise des dépenses. Il doit être poursuivi, dit Didier Migaud, son président, pour respecter les engagements pris. Un petit coup de pression parce que Pierre-Yves Bournazel, ça n'a pas échappé à Didier Migaud que les nouvelles dépenses sont en train de s'additionner et le pacte de stabilité versus le pacte de sécurité, ça commence à poser problème. C'est certain qu'aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, notre endettement va atteindre 100% du produit intérieur brut, c'est-à-dire de ce que nous produisons chaque année. Donc nous arrivons dans une zone de danger. C'est irresponsable vis-à-vis des générations futures et c'est extrêmement dangereux pour nos marges de manœuvre. Donc il faut avoir le courage, gauche-droite, de réformer profondément nos dépenses publiques de fonctionnement. Il faut revoir les missions de l'État. On voit bien qu'aujourd'hui, dans le monde qui vient, face au terrorisme, il faut privilégier les dépenses régaliennes de sécurité, de justice. Et couper où alors ? Eh bien, avoir le courage de redéfinir le rôle de l'État et de couper un certain nombre de dépenses de l'État dans des prérogatives qui ne sont pas prioritaires. Il faut aussi simplifier, on l'a dit tout à l'heure, le millefeuille territorial pour qu'il y ait des économies au niveau des collectivités locales et il faut faire des économies aussi sur notre système social parce qu'aujourd'hui, notre système social produit aussi beaucoup de dépenses. Alors ça veut dire qu'il faut rénover tout ça et si on veut redonner, si vous voulez, de l'activité économique. Parce qu'on sait par ailleurs qu'on ne peut plus jouer sur les recettes. Parce que les impôts, les taxes sont au maximum de ce qu'on peut faire. Le taux de prélèvement obligatoire est le plus élevé qu'on ait jamais connu dans notre pays. Et donc on ne peut plus jouer là-dessus. Et au contraire, il faudra à terme même baisser les impôts sur les classes moyennes et avoir une baisse drastique des charges directes sur les entreprises. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut compresser la dépense publique et s'y atteler. Voilà. Luc Carvounas, on parle souvent de l'échec de François Hollande sur le chômage, mais sur ce terrain aussi de la dette et des déficits, on ne peut pas dire que le bilan soit très bon. Sévère. François Hollande avait dit... Je trouve sévère. Et puis, ces sujets-là, il faut que... L'objectif, c'était quand même 3% au départ et dès la fin 2014, Oui, mais je ne crois pas que Bruxelles, à commencer par lui, a déclaré que nous n'étions pas dans une pente vertueuse du désendettement. Vous plaisantez. Ça fait des années que Bruxelles tape sur les doigts de la France. Non. La France a été mise sous surveillance, vous vous souvenez de tout ça ? Mais bien sûr, mais avec l'accord de dialogue et de débat et de démonstration que nous réussissions le désendettement du pays. Moi, je voulais vous dire une chose, parce qu'on part du rapport de Didier Migaud, qui est dans son rôle. La Cour des comptes est dans son rôle. Ex-député socialiste, on le rappelle. Très bien. Il faut être extrêmement vigilant à la manière dont on porte les débats dans un climat, on l'a dit, de défiance, anxiogène, où les politiques de gauche et de droite sont tous des pourris, alors qu'on passe 24 heures sur 24 au nom de l'intérêt général. Là, on est loin de ça. On parle des dépenses publiques. Je vais vous donner un exemple très simple. Moi, je vote le projet de loi de finances. Nous avons décidé de faire sur 3 ans moins 50 milliards, dont 11 milliards sur les collectivités. On parlait de simplification. Ça veut dire quoi de manière concrète, ma commune ? Ça veut dire sur 3 exercices budgétaires, une économie de 6,5 millions d'euros. Eh bien, j'arrive à les trouver sans augmenter mes impôts locaux, en créant de nouveaux services municipaux, dont la police municipale, la sécurité. Non, Pierre-Yves Bournazel n'est pas seulement aujourd'hui un droit régalien. D'ailleurs, tout le monde parle de la police nationale. Il faut se souvenir que la police nationale date de Vichy. Avant, ce n'est pas une police nationale. Et donc aujourd'hui, le premier guichet républicain, ce sont les villes et ce sont les maires. Et c'est notre responsabilité de participer
à l'effort collectif. Ce que vous dites, mais moi, ce que je vois, les seules économies, c'est de serrer la vis aux collectivités locales. Mais les seules économies, c'est que tout le monde fasse un effort. L'État, le travail sur la sécurité sociale et le travail sur les collectivités territoriales. Mais là, ce que je dénonce de manière politicienne, c'est qu'aujourd'hui, j'ai des collègues maires de droite dans mon département qui se servent des réductions de dotation de l'État pour expliquer pourquoi ils augmentent les impôts. Voilà, donc vous voyez, il faut faire attention à la manière... En région le conseil de France, départemental de l'Essonne, qui a décidé depuis aujourd'hui, on l'a appris, la réponse très vite, de ne pas donner les allocations. Je crois qu'il a trouvé des cadavres dans le placard. J'espère. Mais ce que c'est facile de toujours dénoncer. Ce que je veux dire, c'est qu'en région de France, on peut faire des choses. Avec Valérie Pécresse, nous, on prend nos responsabilités. Pareil, on fait des économies. On va faire des économies en vendant les sièges de la région. Ça, je veux le voir, ça. Déjà, oui, on va le faire. C'est en train de se préparer pour s'installer dans un autre département moins cher et rassembler le personnel avec les élus dans un seul lieu unique. On ne remplacera pas tous les fonctionnaires qui partent à la retraite hors lycée. Et nous allons faire aussi des économies sur le train de vie de la région et notamment sur les subventions à des associations en évaluant mieux leur politique. On va surveiller tout ça et on aura évidemment l'occasion de revenir sur ces questions très importantes dans le débat de la Newsroom. Merci beaucoup. Merci. À tous les deux. La Newsroom se termine dans quelques instants. Un nouveau journal sur LCI.